Beaucoup d'entre vous le savent pas, mais je suis né en février 97, soit 2 mois avant la 600e course de l'histoire de la Formule 1. Ouais, je commence à dater. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père a commencé à regarder la Formule 1 en me donnant le biberon. Donc concrètement, cette 600e course de l'histoire de la Formule 1 pourrait totalement correspondre au premier Grand Prix que j'ai vu de toute ma vie. Et je viens de me faire la réflexion, mais dans pas longtemps, on va attendre les 1200 courses en Formule 1, ce qui voudrait dire que j'aurais vu la moitié des courses de toute l'histoire. Là, ça me fait mal. C'est une course qui était racontée, tu sais, dans les cassettes qu'il y avait sur la Formule 1, c'était la cassette 1997, et donc c'est un véritable plaisir de me replonger dans ce Grand Prix, puisque finalement, je l'ai déjà vu plusieurs fois, je connaissais le vainqueur, mais c'était des résumés, donc je savais pas vraiment ce qui s'était passé. Pour toi, c'est également une certaine, on va dire, récompense, vu qu'on a atteint il y a pas longtemps les 600 abonnés. Et comme le veut la tradition sur cette chaîne, je te raconte l'histoire de la 600e course de la Formule 1. Avant de commencer, déjà, forcément, merci beaucoup de t'être abonné, merci beaucoup de m'avoir permis de passer ce palier, et si tu veux qu'on continue ces petites histoires et ces petites courses paliers, eh bien, si toi t'es pas abonné, je t'invite à le faire, et également à partager ma chaîne et cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour qu'on continue cette petite série. Damon Hill, champion du monde 1996. Vraiment, beaucoup d'émotions ici. Mais oui, je le comprends. Damon Hill, il doit savourer cela pour lui tout seul. Après une saison 1996 ultra dominée par Williams et malgré la bonne résistance de Michael Schumacher pour sa première saison avec Ferrari, c'est finalement Damon Hill qui a décroché le titre devant son jeune coéquipier Jacques Villeneuve, rookie qui plus est. On attend donc à nouveau les Williams en haut du classement, mais petit changement avant le début de la saison 97, puisque Damon Hill ne pourra pas défendre son titre, en tout cas chez Williams. Il était contraint de signer chez Arrows, puisqu'il attendait une prolongation de contrat de la part de l'écurie de Grove, qui finalement n'est jamais arrivée. Et quand il a compris qu'il recevrait rien, eh bien c'était déjà fermé pour la plupart des gros baquets. Il se retrouve donc chez Arrows, une écurie qui existe depuis 1978, mais qui n'a jamais réussi à voir un de ses pilotes monter sur la plus haute marche du podium, malgré 8 podiums. Et en plus, ils ont marqué que un seul point l'année précédente. C'est une folie. Si je dois te faire un parallèle à ce transfert, c'est comme si Lando Norris signait pour Alpine en 2026 parce que McLaren ne lui avait pas donné de prolongation de contrat. Tu te rends compte à quel point c'est lunaire. Bref, chez Williams, on le remplace par Heinz Harald Frentzen qui va venir seconder Jacques Villeneuve, propulsé leader de l'écurie. Chez Ferrari, on retrouve Michael Schumacher et Eddie Irvine. Pas trop de changements. Et en fait, dans cette saison, on s'attend à un combat entre les deux écuries pour le titre. Comme en 96, la saison débute en Australie et c'est Jacques Villeneuve qui signe la pole position en pulvérisant tous ses adversaires. Il cale 1 seconde 7 à son coéquipier et 2 secondes à Michael Schumacher, troisième sur la grille. Tu te rends compte de l'écart entre le premier et le troisième, et nous on se plaint parce qu'il y a 5 dixièmes d'écart entre deux pilotes. On se dit alors qu'il va pas y avoir beaucoup de suspense, sauf que merci Eddie Irvine qui rentre dans Jacques Villeneuve, contraignant le Canadien à l'abandon. Et ça va créer une course plutôt plaisante, débouchant sur la victoire d'une McLaren, une première depuis 1993. Et accessoirement, c'est David Coulthard qui l'emporte et c'est sa première victoire avec McLaren. Schumacher est deuxième et prend donc 6 points importants dans la lutte au titre face à son rival Jacques Villeneuve. Direction alors le Brésil et à nouveau Villeneuve va faire de la samba sur la piste et signer la pole position, avec plus de 6 dixièmes d'avance sur Schumacher. Bon, les Ferrari semblent être plus proches, en tout cas en qualif, puisqu'en course, ça va pas être la même tasse de thé. Si on va avoir un très léger combat, la voiture rouge manque clairement de performance. Schumacher ne doit se contenter que d'une 5e place, là où Villeneuve l'emporte devant Jean Alesi et Olivier Panis. Le cirque de la Formule 1 se prépare alors à se déplacer dans un pays voisin du Brésil, pays ayant accueilli le pilote le plus titré à ce moment-là en Formule 1, Juan Manuel Fangio. Et donc tu l'auras compris, la Formule 1 débarque en Argentine pour ce qui sera le 600e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1.
On est donc sur le circuit Oscar Alfredo González de Buenos Aires. Le circuit mesure 4,259 km et les pilotes en feront 72 fois le tour lors du Grand Prix. La piste est clairement en mauvais état. Il y a plein de bosses et de la poussière absolument partout. L'an dernier, c'était Damon Hill qui s'était imposé et Williams avait réalisé le doublé avec Jacques Villeneuve, deuxième. Et finalement, au vu des performances de la Williams depuis le début de la saison, on n'en attend pas moins, même si Heinz-Harald Frentzen est un peu en deçà des performances de son coéquipier. La Formule 1 arrive avec 2 co-leaders au championnat, David Coulthard ayant remporté le premier Grand Prix de la saison, mais n'ayant pas terminé le deuxième, et Villeneuve n'ayant pas terminé le premier Grand Prix de la saison et ayant remporté le deuxième. Le troisième pilote au championnat, c'est Michael Schumacher qui aura marqué 8 points au total. Le samedi, c'est le Canadien Villeneuve-la-Roquette qui signe à nouveau la pole position avec 8 dixièmes d'avance sur son coéquipier. Michael Schumacher n'est que 4e à 1 seconde 3 derrière Olivier Panis. Et on voit déjà qu'il y a plusieurs stratégies qui se sont mises en place. Certains pilotes ont choisi de se qualifier avec des pneus durs pour faire un seul arrêt au cours du Grand Prix, quand d'autres se sont qualifiés avec des pneus tendres et vont tenter de ne faire que 2 arrêts, même si ça risque d'être compliqué d'échapper au 3e arrêt. Les pneus vont donc jouer un rôle prépondérant dans cette course. Et un autre point qui va être assez important pour ce Grand Prix, c'est que Villeneuve est malade. En effet, il a attrapé un virus quelques jours auparavant et il espère que physiquement il va tenir et qu'il va pouvoir terminer le Grand Prix. On est dimanche, les 5 feux s'allument, puis s'éteignent, la course est lancée et Villeneuve réalise un départ parfait. Il a déjà plusieurs longueurs d'avance sur son coéquipier ayant galéré avec son embrayage et qui va gêner Michael Schumacher, contraint de mettre un espèce de coup de volant assez bizarre à Olivier Panis, lui pliant sa billette de direction. Mais pas de panique pour le Français, il va pouvoir continuer le Grand Prix et tout le monde se dirige vers le premier virage. Schumacher, encore gêné par Frentzen, va devoir ralentir et voir Irvine et Barrichello l'attaquer à l'extérieur. Jugeant mal la trajectoire de ses concurrents, Schumacher touche l'arrière de la tirelle de Barrichello. Ça crée un capharnaüm pas possible. Plusieurs pilotes vont essayer de les éviter. On va avoir la McLaren de Coulthard qui va taper une voiture concurrente et perdre une roue. L'Écossais va être contraint à l'abandon, tout comme Michael Schumacher, et Villeneuve, en tête du Grand Prix, peut alors faire un gros coup au championnat. Et dans tout ce bazar, en fait, tout le monde attend un drapeau rouge. Mais c'est finalement la voiture de sécurité qui rentre en piste pour 4 tours. On a alors le classement suivant, Villeneuve devant Frentzen, Panis, Irvine, Fisichella sur sa Jordan, et Damon Hill, le champion du monde 96. Reprise de la course au tour 5, et le leader s'envole instantanément. Et on comprend quelques kilomètres plus loin pourquoi Frentzen avait l'air d'être gêné depuis le début du Grand Prix. Il va être contraint à l'abandon car son embrayage est cassé. C'est alors Olivier Panis qui se retrouve deuxième. Le Français réalise là une saison exceptionnelle, une saison dont je te parle dans la série Prime. J'ai fait un épisode spécial sur Olivier Panis que je t'invite à aller voir. Et si tu l'as loupé et que tu regrettes justement, eh bien, il y a une chose facile à faire, c'est de s'abonner et d'activer la cloche. Et j'en profite également, si la vidéo te plaît, pense à la liker. Bref, revenons à la course. Panis, dans un rythme effréné, revient rapidement sur Jacques Villeneuve, qui semble être en difficulté avec ses pneus. Cependant, les pneus Goodyear du Canadien semblent avoir une deuxième vie et l'écart va grandir à plus de 4 secondes. On arrive alors dans la fenêtre du premier arrêt au stand. Williams fait ses calculs pour faire en sorte de perdre le moins de temps possible sur Olivier Panis. Mais finalement, la course va se charger de faciliter la vie au calcul Williams, puisque Olivier Panis est contraint à l'abandon sur casse moteur. On est au 19e tour et il n'en fallait pas plus pour que Williams appelle Villeneuve au stand. Il n'y a besoin que de 7 secondes pour faire le plein et changer les pneus de la Williams numéro 3. Villeneuve ressort en tête devant Eddie Irvine. L'Irlandais qui enfin brille un peu dans cette saison 97, va lui s'arrêter au 22e tour et ressortir 4e, assez loin de Villeneuve. C'est alors qu'un 3e pilote sort de l'ombre et se montre comme un concurrent très sérieux à la victoire, un certain Schumacher. Non, pas Michael puisqu'il a abandonné au début du Grand Prix. T'écoutes l'histoire, c'est son petit frère, le frère cadet Ralph Schumacher, sur sa Jordan qui est alors 2e et qui, avec ses pneus durs, revient très fort sur Jacques Villeneuve. Et quand je te dis qu'il revient fort, c'est au prix d'1 seconde par tour, au point d'être à 3 secondes du Canadien lorsqu'il s'arrête
Au tour 34, 11 secondes 1 d'arrêt, ça assure à l'Allemand de plus repasser à son stand jusqu'à la fin du Grand Prix. Il a le réservoir plein et les pneus complètement frais. Devant, Villeneuve est enfin débarrassé de la pression de Schumacher et au 39e tour, il possède 11 secondes d'avance sur Irvine. C'est à ce moment-là qu'il rentre au stand et il ressort 3e à une dizaine de secondes de l'Irlandais. Et devant, Ralf Schumacher bien sûr. On a du coup Irvine qui est leader du Grand Prix mais qui doit encore s'arrêter une fois, et Villeneuve qui s'est arrêté, qui est alors 3e, mais dont le 2e arrêt ne permet pas d'aller jusqu'au bout du Grand Prix. Dans cette situation-là, on comprend pas trop la stratégie Williams et on se dit ils viennent tout simplement de perdre la victoire. Avantage à Irvine, et quand l'Irlandais s'arrête au 44e tour, il ressort logiquement derrière Villeneuve, qui à présent doit créer l'écart pour se permettre un dernier pit stop. Le Canadien, qui je le rappelle est malade, doit réellement puiser dans ses retranchements. Et quand Williams l'appelle au 56e tour pour son dernier arrêt, il possède alors 22 secondes d'avance. Son arrêt de 7 secondes 2 se passe bien, ce qui lui permet de ressortir devant la Ferrari d'Irvine. Mais l'Irlandais a les pneus chauds, et donc il va rapidement se rapprocher de la Williams du Canadien, lui mettant la pression. Pour te dire, à 10 tours de l'arrivée, Eddy est à moins d'une seconde de Jacques. Cette course est loin d'être terminée. Et il va pas arrêter de se rapprocher encore un petit peu, grappillant 10e par 10e. Le problème avec la Ferrari d'Eddy Irvine, c'est qu'elle manque clairement de vélocité dans les lignes droites. Elle a beaucoup d'appui, ce qui fait que dans les virages, l'Irlandais se rapproche, mais dans la seule ligne droite où tu pourrais dépasser, il n'est pas assez rapide pour plonger à l'intérieur. Et si tu ajoutes à ça que sur ce circuit, il est vraiment pas facile de doubler, l'Irlandais ne parvient malheureusement pas à porter les stockades. C'est le Canadien qui passe en tête la ligne lors du 72e et dernier tour du Grand Prix, remportant là sa 2e victoire de la saison, devant Eddy Irvine signant son premier podium avec Ferrari, et un Ralf Schumacher plutôt incroyable qui a été suivi tout le Grand Prix par son grand frère et qui signe là son premier podium en carrière, sur une modeste Jordan en plus. Le Canadien repart donc de Buenos Aires avec la tête du championnat et Williams va continuer de dominer la qualification jusqu'à la 7e course de la saison, le Grand Prix du Canada. De son côté, Schumacher parvient à remporter son premier Grand Prix de la saison à Monaco, un Grand Prix mené d'une main de maître, et ça va tout simplement lancer la saison de l'Allemand. Le chassé-croisé entre lui et Villeneuve va être constant et les deux vont remporter 7 des 8 Grands Prix de la période estivale, arrivant alors avec un point d'écart à l'avantage de Schumacher avant la dernière course de la saison à Jerez de la Frontera. Finalement, un mauvais geste de l'Allemand sur une attaque limpide du Canadien achèvera le suspense de cette saison, provoquant l'abandon de Schumacher et permettant à Villeneuve de partir de cette saison 97 avec le titre de champion du monde. Son seul et unique titre en Formule 1, puisque Williams va changer de motoriste en 98 suite au départ de Renault, ne retrouvera pas de sa superbe, et en 99 c'est finalement Villeneuve qui va partir pour de nouvelles aventures bien moins florissantes jusqu'en 2006. Il ne remontera plus jamais sur la plus haute marche du podium et part de la Formule 1 à des années-lumière de ses plus belles années. Schumacher de son côté est tout bonnement disqualifié de la saison 97 suite à son mauvais geste et il va devoir redorer son image pour 98. Le duo Ferrari-Schumacher va finalement fonctionner à partir de 2000 et ça va être après une razzia. Ce 600e Grand Prix de l'histoire était quand même plutôt intéressant, même s'il n'a pas permis de voir le duel qui va nous faire vibrer toute cette saison 97. Malgré un virus, Villeneuve s'est donné à 200% pour battre Eddy Irvine en quête de confiance, et le Canadien remporte là son 2e succès de la saison. Un succès précieux parce que s'il termine 2e, il perd 3 points, et avec 4 points d'avance, Schumacher n'aurait peut-être pas réagi de la même façon lors du dernier Grand Prix de la saison. Donc on peut dire que cette victoire, au bout de l'effort, lui permet de remporter son titre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette histoire. Comme je le dis à chaque fois, merci beaucoup du soutien, merci d'avoir aidé cette chaîne à passer la barre des 600 abonnés. On est enfin à jour sur les courses paliers, ça y est, ça fait du bien, j'avais du retard depuis les 400 abonnés. Maintenant, on est à jour. J'attends du coup le passage des 700 abonnés pour la suite de cette série, et pourquoi pas aller taper un jour les 1000 abonnés. C'est à toi de faire du coup ton travail là-dessus. Partage ma chaîne partout sur les réseaux, pense à t'abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo, à la commenter, c'est excellent pour le référencement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as envie de venir voir un peu sur les réseaux sociaux,
tout s'affiche là. Et si tu veux voir d'autres vidéos sur la Formule 1, à droite et à gauche, tu trouveras d'autres histoires à voir ou à revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine. Ciao.